Entre nous. Entre nous, Le podcast pour parler de sexualité. par vous, Avec vous, pour vous. bienvenue dans le 71e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, un centre basé à Bruxelles, donc en Belgique, dédié au bien-être, à la relation et à la sexualité. Donc on est très actif en Belgique évidemment, mais si vous nous appelez à l'étranger, on vient avec plaisir et on fait entre autres des podcasts pour aider les gens à travers la planète. Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier puisque ça sera Michel, notre producteur de podcast, qui va nous interviewer. bonjour Olivier, Et je suis avec Sophie. Bonjour tout le monde. et donc je vais prendre le relais pour l'interview. Exactement. Alors Olivier, tu as un rituel sacré dans les épisodes d'Entre nous, ceux qui nous suivent le savent très bien, c'est le rituel de l'intention. Donc je ne vais pas changer à ce rituel sacré qui, à mon sens, est intelligent et important. Mais avant de parler d'intention, on va quand même présenter Sophie. Si on est fidèle de l'émission, on a reconnu ta voix, mais tu es notre invitée clé aujourd'hui. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais, Sophie? Tu peux te présenter brièvement? Je suis Sophie et pour l'instant, je suis professeure de mathématiques dans un collège à Cours-Saint-Étienne et je suis également massothérapeute et thérapeute corporelle. Et j'ai un projet Just Be Wow que l'on développe avec Olivier qui est en lien avec les adolescents et l'idée c'est de créer un espace d'accueil des ados, de leurs questions dans lequel ils peuvent se déposer, se rencontrer eux-mêmes et créer du lien et des relations respectueuses avec les autres. Alors, Olivier, est-ce qu'on doit te présenter? Sexologue, diplômé de l'Université de Bruxelles, passionné d'amour, passionné du bien-être et passionné des humains. Est-ce que je t'ai présenté correctement? Oui, merci. Je dirais que ce qui est particulier par rapport à ce podcast, c'est que Sophie et moi, on s'est rencontrés il y a juste 1 an sur un podcast, ici présent, ouais, le podcast sur l'intelligence artificielle. Et entre-temps, on a continué à travailler chaque semaine ensemble pour aboutir à des offres qu'on va présenter aujourd'hui pour les jeunes. Pour me présenter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que je travaille avec la jeunesse en milieu scolaire depuis 7 ans. Et donc, c'est déjà une passion d'être en contact avec eux chaque semaine. J'ai encore eu 2 journées de travail à l'école cette semaine. J'adore ça. C'est vraiment fabuleux. Et en étant en contact avec eux, ça permet de voir où on va, comment ceux qui vivent, et ce qu'on peut leur apporter. Alors, c'est un double anniversaire aujourd'hui. C'est un anniversaire d'une belle rencontre qui s'est faite ici il y a 1 an. Et je vois les sourires bananes de chacun. Les auditeurs ne voient pas, mais on les entendra dans les voix qui vont suivre. Et le deuxième anniversaire, c'est que je l'ai entendu off, micro. C'est aussi l'année où vous recevez un subside pour votre projet. On en parlera aussi tout à l'heure. D'abord, merci pour cette présentation. Alors, on va venir à cette fameuse question de l'intention. Olivier, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par toi. Quelle est ton intention dans cet épisode? Alors, mon intention, c'est justement de parler de cet accompagnement pour les jeunes qu'on a co-créé avec Sophie. Donc vraiment, c'est de présenter nos services, de permettre aux gens d'en parler, de diffuser le podcast, voilà, de le relayer, de s'y intéresser, de nous contacter aussi. Derrière le Lovell Center se cachent multiples activités, chers auditeurs et auditrices, et je vous invite à être curieux et aller sur le site du lovellcenter.org parce que vraiment, vous sous-estimez très certainement, même en les écoutant et même en étant fidèle, l'ampleur de tout ce que Olivier nous propose dans le bien-être et l'accompagnement des personnes. Sophie, je vais te demander la même chose. Quelle est ton intention à toi dans cet épisode? Eh bien, mon intention, c'est effectivement de pouvoir expliquer peut-être en profondeur tout ce qui nous anime, Olivier et moi, et tout ce qu'on souhaite développer avec les jeunes, tout ce qu'on a perçu comme besoin et à quoi on souhaite répondre et les outils qu'on met en place. Alors j'ai entendu des mots-clés importants, Sophie, Olivier. D'ailleurs, si ça matche entre vous, c'est pas pour rien. Une C'est collaboration réussie. Je t'avais appelé pour le podcast sur Aéridia et tu m'avais dit « Viens 1 heure plus tôt, j'ai quelqu'un que tu dois absolument rencontrer. » Et effectivement, un match incroyable. On avait tellement de choses en commun qu'on ne pouvait pas ne pas travailler ensemble. J'appelle ça le radar de l'âme. Ouais. C'est Sophie qui veut expliquer. Alors, pour notre projet Just Be Wow avec les adolescents, c'est en lien avec notamment le corporel, le fait de pouvoir toucher son corps. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, notre société est parfois fort déconnectée du corps. On peut d'ailleurs voir le nombre de burn-out qui sont liés à ça, en fait, où on a beaucoup d'injonctions dans le mental à faire des choses, à réaliser, à être, et où en fait, on n'est pas suffisamment connecté à notre corps. Et donc, c'est effectivement de revenir au corps, aussi au cœur, à savoir comment est-ce qu'on est connecté par notre cœur aux autres et pas par les injonctions mentales. Comment est-ce qu'on peut apprendre à s'écouter, à intérioriser, à comprendre qui on est, vers quoi on va,
en s'autorisant de s'écouter nos émotions. Et donc, c'est le souhait qu'on a, c'est d'aider les jeunes à pouvoir revenir à qui ils sont à l'intérieur, quels sont les messages qu'ils reçoivent corporellement, comment les écouter et de sentir que tout est OK. Que, voilà, on peut ressentir de la colère, comment est-ce qu'on peut accueillir la colère qu'on sent en nous, comment est-ce qu'on peut accepter d'être traversé par des vagues de tristesse, comment est-ce qu'on ressent aussi la joie. Voilà, le but est vraiment d'ouvrir des espaces sécurisés dans lesquels les jeunes peuvent s'écouter et qui peuvent partager aussi ce qu'ils vivent avec les autres. Le but, c'est qu'ils puissent s'enrichir les uns les autres de tout ce qu'ils vivent et donc mieux comprendre qui sont les autres, avoir plus de tolérance. Donc ça, c'est vraiment la base du projet. Tu touches beaucoup de choses qui m'interpellent en t'écoutant. La première, je vais revenir dessus après, c'est le public visé. On parle des jeunes, mais quand tu dis la relation au corps et que tu parles de la relation au corps, j'ai envie d'aller plus loin. L'exemple, c'est nous. L'exemple, c'est les adultes. Donc, première remarque, je me dis, c'est bien qu'une fois des adultes viennent vers des jeunes avec un message différent, déjà. Donc, félicitations pour ça. La deuxième chose, c'est que je me dis, quand on est dans la détresse scolaire, elle se fait surtout dans le rejet des autres et du fait de vouloir être accepté par un groupe. Et c'est vrai que la relation au corps, elle est souvent pointée, l'amour de soi et de son corps est souvent pointé, c'est ce qui mène parfois des adolescents vers la boulimie, l'anorexie ou du harcèlement scolaire. Donc tout ça est interpellant. Ça réveille plein de choses, ce que tu es en train de me dire, et ça va mener à la question la plus importante. Qu'est-ce que vous avez constaté comme besoin qui vous a conduit à ce projet ? Mais une chose que j'ai constatée chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, mais particulièrement chez les jeunes, c'est pendant la période du confinement. Les distanciations sociales, ça a eu des impacts énormes sur le bien-être des jeunes. Enfin, certains jeunes étaient vraiment en détresse, c'était presque une torture sociale de devoir être en distanciation, de ne plus pouvoir avoir de vie sociale. Et je me dis que le contact fait partie du développement sain d'un humain, et je rajouterais même le contact sain, être sain dans la manière d'être en contact corporellement avec quelqu'un, crée en fait quelqu'un qui peut se développer psychologiquement et relationnellement de manière saine. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental, c'est de comprendre que le corps, il est omniprésent. On s'adresse d'abord à un humain qui a un cœur, qui a une âme, dont la première chose qu'on voit en général, c'est le corps en fait. Avant même de savoir comment quelqu'un s'appelle, ses idées, ses pensées, ses croyances, ses limites qu'on peut parfois découvrir, ou ses peurs qu'on peut parfois découvrir après 20 ans de vie commune, on voit d'abord un corps, quoi. Et c'est même ça parfois qui est problématique, parce que le corps, c'est aussi le sujet du préjugé parfois. Ouais. Et donc, par rapport à ce que je vois chez les jeunes, c'est que même dans l'enseignement en milieu scolaire, on voit que le corps est encore un tabou. C'est presque un interdit parfois, alors que les jeunes se touchent tout le temps. Quand on dirait comme des chiens ou des chiots ou des chatons, ils se touchent tout le temps en fait. Mais le corps reste comme quelque chose qu'on ne peut pas aborder. On se sent déconnecté et il y a encore une gêne. D'autres choses que j'ai vues dans les besoins pour les jeunes, cette semaine, j'ai travaillé justement en Evras, dans une école où on travaille avec des élèves de 15-16 ans, et on leur demandait de faire des scénettes en petits groupes où il y a un défaut de consentement. Et il y a 2 groupes de filles sur 5 qui ont présenté une scénette où en fait, entre elles, donc c'est un groupe de filles, où en fait elles se touchent mais sans consentement. Et ils ont dit, et puis après tout le monde questionne un peu, mais ok, vous avez présenté ça, mais qu'est-ce que vous avez voulu transmettre ? Mais en fait, on s'est rendu compte que nous, entre nous, on se touche parfois les cheveux, le corps, ici et là, mais on n'est pas OK nécessairement. En fait, on est entre filles et on sent que déjà là, ça arrive régulièrement que, en fait, l'effet de groupe fait qu'on s'oublie, en fait. Et après coup, on se dit, mais c'est pas OK, je me sens pas. Il y a des jours où j'ai pas envie d'être touché. Il y a peut-être ici, on va revenir à ta première question de l'intention, aussi une question d'intention ou pas. C'est-à-dire que, tu sais, quand on se touche inconsciemment et quand on est dans un groupe de filles, ça paraît naturel, c'est instinctif, il n'y a pas de réflexion sur quelle intention j'ai de te toucher. C'est plus l'acte naturel. Par contre, c'est différent quand tu vas te dire, on va se toucher pour gagner une confiance, pour montrer à l'autre je suis là, c'est un soutien. Tu vois, l'intention peut changer complètement l'approche de toucher. C'est des réflexions que tu t'es faites aussi sur les besoins des jeunes ? Mais évidemment, dès qu'on ouvre une boîte, il y a 1000 questions en fait. Et je suis sûr que les auditeurs et les auditrices ont encore plein de questions derrière, quoi. Tu vas la faire exploser dans ma tête, la boîte à questions. Et donc c'est ça qui est chouette. On ouvre enfin un point essentiel, c'est ok, on accepte le corps, il existe, il est beau. Il est de toute façon, un bébé, la première chose qu'il fait, c'est il est touché, il touche les objets, il ramène tout au corps. Et en fait, on grandit comme ça. Et que peu importe le milieu dans lequel on grandit, on ne peut pas faire l'économie d'aller voir ou mettre ça de côté, quoi. Ça a trop longtemps été mis de côté, je trouve. On s'adresse à un cerveau, mais pas à des jeunes qui sont développés, qui se développent. Et je trouve que c'est un peu étonnant de dire que dans la loi, un jeune est majeur à 16 ans. En Belgique, c'est majorité sexuelle, mais ça veut dire majorité relationnelle et corporelle. Et en fait, il n'y a rien qui est transmis et ça reste encore un tabou. Alors que dans certains pays, c'est 15 ans en France, c'est 14 au Portugal ou en Italie. On voit bien qu'en fait, waouh, on est censé intégrer le corps et lui parler et le conscientiser. D'après moi, en fait, ce qu'on ne souhaite pas, c'est enlever la spontanéité du toucher des jeunes entre eux. C'est quelque chose de tout à fait sain, qu'ils aient envie, besoin d'entrer en relation par du corporel.
Et à aucun moment, on ne veut stopper cet élan naturel que les jeunes ont entre eux. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est que si à un moment donné, un jeune sent que ce n'est pas juste pour lui, qu'il puisse s'autoriser déjà à le ressentir et qu'ensuite il puisse oser l'exprimer et qu'il ait des outils pour l'exprimer de façon respectueuse, sans agresser l'autre, dans le fait que lui s'est peut-être senti agressé par le toucher qu'il a eu, mais qu'il puisse le verbaliser d'une façon respectueuse, sans créer justement, de pouvoir juste dialoguer en disant « écoute là, tu me touches et en fait ça ne me convient pas ». Qu'il puisse le verbaliser, qu'il puisse s'écouter, s'autoriser à le dire. C'est tout ce travail-là qu'on veut faire avec les jeunes. Parce que les relations, on est tous des humains avec de l'inné, avec de l'instinctif. Et donc, à aucun moment, on veut enlever cette spontanéité qui est une des beautés de l'humain. Mais par contre, on veut créer pour les jeunes une sécurité corporelle suffisante pour qu'ils se sentent capables d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et on veut qu'ils aient des outils de verbalisation et de lexique, de créer du vocabulaire et une manière d'exprimer les choses de façon à ce qu'ils puissent se sentir légitimes de le dire d'une belle manière pour rester en lien, pour pas que le fait d'avoir été touché d'une manière qui ne leur correspond pas casse quelque chose avec l'autre. Si je t'écoute bien, j'ai le sentiment que tu m'expliques que vous avez amené la magie des mots et de la prise de conscience pour positionner correctement un curseur dans un équilibre de je me respecte et je respecte les autres. Absolument. C'est une bonne façon de résumer. Absolument. On a parlé de qui est le public, mais on est dans un pays compliqué. On est dans un pays trilingue de régions. Une petite parenthèse quand même importante, dans le qui, on va parler de géographie, parce qu'on va aller dans des endroits, peut-être pas à d'autres, parce que peut-être qu'il y a une barrière de la langue, que les nuances des mots ici sont extrêmement importantes. Tu peux nous en parler ? L'offre qu'on propose est effectivement en français. A priori, on est localisé dans la province du Brabant wallon, donc c'est-à-dire au sud-ouest de Bruxelles, mais on est actif, on va dire, en Belgique, en Wallonie. Nos services qu'on propose touchent toute la Wallonie, Bruxelles. Et on est aussi ouvert, évidemment, à être appelé à l'étranger. Si on peut couvrir les frais, évidemment, on a Mais le en cœur francophonie. à voyager. Oui, en francophonie. Et donc voilà, on ne se met pas de limite ou de frontières par rapport à ça, même si notre cœur d'activité est en Belgique, quoi. On peut aussi le dire, on serait capable aussi d'animer en anglais, si nécessaire. Voilà, donc on est tous les deux aptes à pouvoir animer en anglais. Si on revient au sujet avant de parler des services que vous allez proposer, moi ce qui m'intéresse ici encore un petit peu, c'est de développer les spécificités de votre approche. Moi, je peux peut-être commencer d'abord en donnant peut-être un petit exemple de ce que je peux vivre parfois en classe. Cette semaine, j'avais un petit atelier de méthodo avec des élèves de 5e et de Rito, des élèves qui provenaient de classes différentes et qui, pendant la période de décembre, par rapport à leur bulletin, il y avait plusieurs difficultés. Donc voilà, j'avais un petit groupe d'une 15aine d'élèves. Et ce que j'ai fait, je leur ai proposé 4 ateliers de méthodologie dans lesquels je les ai mis face à une tâche et ils devaient en fait réaliser, ils devaient commencer la tâche, mais surtout ce que je leur demandais, c'est de sentir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'était le fait de planifier par exemple un travail, est-ce que ça diminuait la pression ou est-ce que ça augmentait leur stress? Est-ce qu'ils sentaient leur corps s'ouvrir, se fermer? Et c'était très intéressant de voir que les élèves, à la fois ils étaient preneurs et à la fois je les sentais un peu décontenancés parce qu'ils n'avaient pas pris l'habitude de sentir à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'ils sentent. Et je leur expliquais qu'en méthodologie, il n'y a pas une bonne méthodologie. Il y a eux et la manière dont ils fonctionnent et qu'est-ce qui est bon pour eux. Et que l'idée de ce que je proposais, c'était 4 ateliers différents pour qu'ils puissent sentir qu'est-ce qui leur correspond moins et qu'ils puissent apprendre de ça. Quand tu es à l'école, tu es dans un autre cadre. Tu vas pas dire à un prof ce que tu vas raconter à tes parents, par exemple. Tout à Parce qu'il y a des fait. sujets qui sont pas appropriés peut-être pour toi en tant qu'ado. Est-ce que le positionnement de l'adulte dans l'école, il fait une différence par rapport à vous ? Toi aussi, t'es maman. Oui. Toi aussi des ados. Donc je me dis, tiens, tu dois certainement remarquer une différence dans l'approche. Est-ce que le positionnement va être important et la question va se porter pour toi, mais aussi pour Olivier, parce qu'en plus, lui, il a la casquette, qu'il veuille ou non, sexologue, ou alors t'en parles pas. C'est les mots qu'on va utiliser avec les jeunes. C'est ça qui pose en fait le cadre de sécurité. Et c'est aussi, Mais ils ont une difficulté pour déclencher la parole. En Tu fait, sens une ça- difficulté, ça- un frein, une pudeur ? oui, notamment, donc moi ce que j'avais fait, c'est souvent, et c'est parfois la beauté, je trouve, du travail qu'on fait avec Olivier, c'est la manière dont on va créer l'atelier, c'est tout le déroulé de l'atelier, dans lequel, de façon sous-jacente, les ados ne le savent pas, mais nous, on construit quelque chose qui les sécurise de plus en plus. D'accord. Et notamment, ce qu'on utilise énormément, c'est d'abord le retour à soi, donc d'abord d'introspecter pour savoir qu'est-ce qu'ils sentent,
les questions qui se posent. Mettre les bons mots sur les bons sentiments. Voilà. Et pour ça, on a créé un outil, un carnet notamment, dans lequel on leur propose soit d'écrire, soit de dessiner, d'utiliser l'artistique, etc. pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux et de pouvoir le sortir concrètement avec des mots, avec des dessins dans un carnet. Et ensuite, une fois qu'ils se sont enrichis de leur perception d'eux-mêmes, de pouvoir le partager avec le collectif. Alors ici, moi j'avais un atelier d'1 heure et demie avec tous des élèves qui ne se connaissaient pas. Et c'est vrai que quand on est arrivé à la phase de partage collectif, j'ai vu que le travail que j'avais fait n'avait pas été suffisant pour créer la cohérence du groupe et faire en sorte que les élèves se sentent sécurisés. Et donc notamment, j'ai pu constater que les élèves ont eu des difficultés à échanger entre eux ce qui s'est passé. Et donc je me suis dit, mais pas de souci, tout est toujours accueilli comme c'est. Je leur ai proposé de travailler en autonomie et moi alors je suis passée chez chacun pour prendre les différents renseignements, voir comment ils avaient vécu les choses, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'atelier suivant, etc. C'est une preuve de respect pour eux. Ça Oui. veut dire que tu les écoutes Je aussi. les écoute, je vois qu'il y a un malaise et j'accepte le fait qu'il y ait un malaise et qu'ils ne se sentent pas en sécurité de partager avec le groupe. Et donc pour moi, c'est factuel, c'est ainsi. Et je vois comment est-ce que là-dedans, je peux écouter ce signal-là et remettre de la confiance. Et donc me diriger moi vers chaque élève, prendre soin d'eux en particulier, pour qu'ils sentent le lien et qu'ensuite ils se sentent suffisamment sécurisés pour pouvoir repartager dans le groupe. Et donc c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, c'est vraiment sécuriser les élèves dans le dialogue qu'on peut avoir avec eux, les choses aussi qu'on va leur partager de notre expérience, qu'ils puissent sentir la profondeur de ce que nous on partage, que ça les incite à eux pouvoir aussi délivrer la profondeur de ce que eux ressentent à l'intérieur et créer aussi des contextes dans lesquels on les questionne, on crée une émulation pour faire naître des sujets, des contextes qui font parler de choses, qui leur permettent de dire qui ils sont, de partager et de s'auto-enrichir les uns les autres des expériences qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Par rapport à ton positionnement, puisque que tu le veuilles ou non, quand tu rentres dans la classe, t'es prof. Pour eux, t'es une prof, tu vois. Oui. Donc, dernier point à clarifier, comment tu enlèves cette barrière, puis je vais faire le passage vers Olivier pour la même question, parce que c'est là où l'enjeu se joue aussi. Ok, j'entends en fait que quand tu dis ça, tu prends le prof avec une posture pyramidale, où tu mets le prof supérieur qui va avoir un ascendant, entre guillemets, une sorte de pouvoir ou d'autorité sur les élèves. On va dire que je me rappelle de mon adolescence et que je crois que quand j'écoute les adolescents actuellement, c'est qu'on a tous une figure d'autorité du monde adulte. Et parfois même dans une école, d'une institution et d'un État et d'un gouvernement, d'une autorité presque judiciaire dans une école. Parce qu'il y a une autorité. Et donc, que tu le veuilles ou non, quand tu es ado, tu as ce sentiment au fond de toi quelque part qui est caché, qui vit, que tu en sois conscient ou pas. Tu as tendance à stabiliser la posture de l'intervenant en face comme étant « oui, mais ça, c'est l'autorité ». C'est cette question-là qui m'interpelle parce qu'ici, on va dans l'intime. Et c'est peut-être aussi la question du sexologue par rapport à l'Evras aussi. On va dans l'intime de l'ado. Et donc, c'est pas du tout la posture de l'autorité. Là, il y a un côté humain qui s'installe, qui est plus proche, un côté de lien. Et c'est magique et c'est fantastique de pouvoir mettre ça dans une école, quoi. Tout à fait. Et je pense que ça, les ados le sentent dans la façon dont on s'exprime. Ça veut dire qu'ils sentent qu'on est des accompagnants et qu'on est des coachs et qu'on se met au même plan qu'eux. Qu'on ne se porte pas supérieur à eux et que c'est peut-être la beauté de la posture qu'on peut prendre où justement il y a une horizontalité qui fait qu'on se met à leur niveau. Et aussi dans ce qu'on fait avec Olivier, c'est toujours de partir d'eux. Ça veut dire que souvent ce qu'on commence par faire, c'est les questionner pour faire émerger certaines choses. Et ça, c'est aussi la magie de tous les groupes différents qu'on va pouvoir aborder. Olivier a énormément d'histoires là-dessus, mais on peut interroger un groupe et voir émerger, comme il dit, des filles qui réalisent qu'entre elles, elles se touchent parfois sans consentement et qu'elles se sentent dérangées, mais qu'elles n'osent pas spécialement en parler. Et en même temps, il peut travailler le même journée avec un autre groupe où là, il va voir émerger des scènes extrêmement violentes, voire d'agression, alors que c'est la même question qui est posée. Le fait de partir en les questionnant, en leur proposant des choses créatives qui émergent d'eux-mêmes, ça permet vraiment d'être proche de ce dont ils ont besoin qu'on parle aujourd'hui, de ce qui est vivant à l'intérieur d'eux et de ce qu'on a besoin d'aborder avec eux aujourd'hui. Toi, tu as deux aspects. Tu as le côté humain de ce que tu fais en tant que sexologue, tu as ton aspect au Lovell Center. Je dirais même que tu as une troisième casquette, c'est l'Evras encore. Oui. Et donc, on parlera des services. On peut intervenir dans différents milieux. On parle du scolaire ou en tant que parent, mais c'est vrai que peu importe où on se situe dans la société, que ce soit dans un club de sport ou peu importe, oui, on a une figure d'adulte. Et c'est d'ailleurs, dans nos ateliers, on parle du consentement. On peut décliner et en parler longuement. Un des biais qui est peu conscientisé, c'est l'âge et l'autorité. Et voilà. Et donc, on sait que c'est délicat, mais on en est conscient. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, comme dit Sophie, on part d'eux. Donc, en fait, ça change tout. Exactement. On dit pas on sait, on dit ça vous interpelle comment, par exemple, les défauts de consentement, c'est quoi? Et on part d'où ils sont, en fait, de ce qu'ils ont vu, compris ou commence à conscientiser. Et on rajoute des nuances
mais surtout aussi, on a la chance qu'on ait des externes, qu'on n'est pas professeur pour les juger, on va pas noter. Ils savent bien que notre intention, nos besoins, c'est pas d'avoir 8 sur 10 à la fin du cours, il n'y a pas de point. Très Ensuite, juste. On n'est pas les parents, ça aide énormément. On a beau être le meilleur parent du monde, on fera un super boulot certes, mais notre enfant, il est de toute façon différent dans chacun des milieux dans lesquels il se trouve. Et avoir des adultes, qui connaissent pas toute l'histoire, et qui ils peuvent se poser, il n'y a pas d'antériorité quelconque. On a aussi la chance, mais il faut avoir la délicatesse aussi, de conscientiser tout ça et de laisser déposer ce qui peut se poser. Donc moi, je suis aussi de l'esprit, comme vous le savez, au Lovell Center, slow sex, mais c'est-à-dire une approche slow. Slow comme le slow food. Pensez plutôt au slow food, c'est plus facile pour les gens de le comprendre. C'est de conscientiser. Faire moins, c'est plus. On vise la qualité et ralentir. Et c'est souvent qu'on ralentit qu'on se pose et qu'on voit les choses. Si on roule à 200 à l'heure sur l'autoroute, on n'a peut-être pas vu, un hérisson au bord de la route. Par contre, si on roule doucement, on voit plein de choses. Limite, on voit les moustiques et on voit les oiseaux. On entend les oiseaux. Donc c'est ça le slow, c'est dire on va ralentir. Et c'est à ce moment-là que les choses se déposent. Donc on n'est pas en train de forcer, on ne vient pas avec un savoir froid. D'autant plus que dans nos spécificités, tu demandais quelles sont nos spécificités. On sait que quasiment 80-90% du langage est non-verbal. Ouais. On s'adresse toujours aux connaissances, au cerveau, au savoir. 90% de notre langage est non-verbal. Déjà juste ralentir et décoder, parce que qu'on le veuille ou non, inconsciemment on le fait. Et donc bypasser le corps ou ne pas le considérer, c'est presque absurde, parce que si on veut vraiment qu'un humain se développe de manière équilibrée, saine et épanouissante, qu'il soit heureux dans sa vie, autonome et souverain, eh bien, il faut s'adresser au corps. Il faut développer le rapport au corps et la conscience du corps pour pouvoir s'adresser davantage, parce qu'on va atteindre un plafond de verre, en fait, si on ne parle et si on n'ose pas aller vers le toucher. Aujourd'hui, il y a comme un tabou, on ne peut pas toucher les jeunes. C'est quand même... mais nous, on ne va pas les toucher. On va parler de la manière dont on touche et qu'eux se touchent, et ainsi de suite. Et c'est comment ils sont en relation, c'est de considérer, intégrer le corps. Donc ça, c'est une innovation en soi. On va parler aussi des émotions, des aptitudes relationnelles. Dans le slow, ce que moi je retiens surtout, c'est qu'on va enlever la partie injonction. Dans le slow, la partie des injonctions s'efface. Parce qu'on est plutôt dans l'observation, l'attente, le lentement, s'écouter. Du coup, ça enlève toutes les injonctions verbales, l'injonction de principe, de contexte s'enlève, non? Il y a une notion de ralentir pour être authentique. Oui. Si on ralentit, on se voit dans le miroir, tel qu'on est. Et limite, beaucoup de croyances ou de préjugés ou d'a priori s'écroulent parce qu'en fait, si on s'arrête sur l'image, voilà comment je suis, quoi. Qui je suis à l'intérieur de moi, quoi. Finalement, qui suis-je? Et donc, si on va pas toucher qui suis-je, comment je peux interagir avec l'autre? Parce que c'est la base du consentement aussi. Une des caractéristiques, tu nous demandais spécificité de ce qu'on crée avec Sophie, c'est d'avoir des moments liés au corps, des jeux, de l'amusement, de la conscience, des outils de communication, mais surtout l'introspection. Ouais. Ça, c'est un des 3 piliers de notre spécificité, c'est d'aller vers, donc il y a le corps, mais l'introspection. On s'arrête après un exercice, et on a un carnet de notes, et on va écrire dedans des apprentissages. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, comment on peut même penser une relation saine ou le consentement, si on ne s'arrête pas pour savoir qui on est, qu'est-ce que j'offre à l'autre, comment je me présente à l'autre, ou qu'est-ce que l'autre me dit de lui, qu'est-ce que l'autre reçoit, ou comment je veux recevoir moi des autres, c'est pas possible. Il faut ralentir, faire une introspection et dire ça vous concerne de vous à vous. Il n'y a pas de posture, comme disait Sophie, dire on sait, non, on est à l'horizontale. Tout adulte sur Terre peut se poser la question. Je ralentis, je prends mon carnet et je me pose la question, qui je suis, comment je ressens, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je découvre, qu'est-ce que je veux faire évoluer, qu'est-ce qui me fait du bien. Et ensuite, on est plus apte à être authentique pour aller vers l'autre. Donc les relations sont d'autant plus belles et nourrissantes. Est-ce que Sophie, on a fait le tour des spécificités déjà au premier abord? Donc si je résume, nos spécificités, c'est de travailler avec le corps, d'avoir un carnet d'introspection et le lien entre le corps, le cœur, le mental, en fait de créer une cohérence et de faciliter l'expression et la relation à l'autre. C'est quoi les challenges déjà observés dès le départ? C'est quoi les enjeux? Moi, le premier enjeu que je vois dans cette innovation, et qui pour moi est incontournable, c'est l'interprétation des adultes par rapport à l'offre qu'on propose. Parce que nous, on sait qu'on peut offrir énorme et qu'on s'amuse et que les jeunes, ils apprennent et que les jeunes, ils vont sortir avec un sourire, une banane, ils vont dire « Ouah, je me sens plus apte dans mes relations, je me sens plus adulte. » On me considère comme un adulte. Parce que aussi, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on les considère comme des adultes compétents, autonomes, souverains, et on ne sait pas où ils sont dans leur vie et leur talent, ça change tout. On n'a pas une posture top-down, mais donc c'est surtout de se dire « Tiens, entre adultes, il y a ce que je sais. » Mais tiens, si j'étais une petite souris à voir comment ça se passe, qu'est-ce que je souhaiterais pour les jeunes en fait? Parce que mon premier obstacle avant tout, je le vois,
c'est l'interprétation des adultes qui vont dire oui, je veux ça dans mon institution ou pas, oui, je veux ça pour mon enfant. Parce qu'en fait, il y a des blocages et des noms et des noms et des noms et des noms régulièrement qui sont presque, ok, je comprends les peurs, mais en fait, au final, la plupart sont infondées en fait. Donc, c'est un peu l'inertie, ce qu'on a toujours fait. On a toujours fait comme si ça sécurise, alors que moi, j'ai l'impression que ça m'insécurise plus de dire, mais on voit tous les travers. On ouvre les yeux, on ne voit que des violences, des difficultés relationnelles. Donc, on se dit, mais non, en fait, on sait d'où vient la plupart des problèmes. Il faut agir de manière responsable. Et donc, c'est ça, pour moi, c'est soyons vrais par rapport à la réalité du monde. Soyons innovants et donc l'acceptation qu'on peut apporter du changement dans la relation aux jeunes. L'éducation, elle n'est pas figée, peu importe où on se trouve dans la société, elle est en constante évolution. Il y a 2 phrases ici sur les murs de Transforma qui sont vraiment intéressantes. C'est « Without deviation from the norm, progress is not possible ». Sans déviation des normes, le progrès n'est pas possible. Et il y a une autre phrase sur le mur d'entrée quand on arrive, c'est « Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent, le plus fort pour évoluer, pour qu'une espèce survive. Il faut qu'elle puisse s'adapter ». Sophie, quels sont tes challenges? Clairement, notre challenge, c'est pacifier le lien au corps. Et donc, notamment, la première difficulté qu'on a, c'est dans la vision, la projection que font les adultes qui eux-mêmes n'ont pas pacifié leur lien au corps et qui le voient encore comme un tabou parce qu'en tout cas, ils n'ont pas appris. Et effectivement, ça n'est pas appris nulle part. Donc, on a quand même la religion catholique qui a un rapport parfois très tabou avec le corps et c'est plutôt ces vestiges-là qu'on a hérités. Et donc, notre lien au corps n'est pas pacifié. Il faut vraiment avoir fait tout un travail aujourd'hui pour pacifier ce lien-là, pour se rendre compte à quel point c'est quelque chose de pacifiant pour soi-même, dans sa relation à soi et dans sa relation aux autres. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'apporter. Mais donc, on a la difficulté que les adultes n'ont pas pacifié leur lien au corps et donc ils ne perçoivent pas l'enjeu à cet endroit-là. Et les enfants et les ados ont eux aussi la peur de ce corps. Quand on propose des ateliers, moi par exemple, j'ai eu la chance d'organiser un atelier de massage avec des ados. Clairement, j'avais convaincu les parents de l'utilité, ils m'avaient fait confiance. Les enfants, on les avait invités à venir, certains n'étaient pas spécialement enchantés d'être là, mais l'atelier a été extraordinaire, à la hauteur du défi pour les ados. Un garçon de 14 ans qui peut masser une jeune fille de 13 ans sans que ce soit sexuel, c'est extraordinaire de se dire qu'on peut toucher l'autre sur le dos avec de l'huile, Sans arrière-pensée. sans rien de arrière-pensée, mal. sans qu'il y ait de connotation sexuelle, simplement parce que se toucher, ça nous fait du bien. Parce que c'est quelque chose de ressourçant pour l'être. Et donc on est dans un vrai défi d'apporter à la société. On n'ira pas jusque-là évidemment dans nos ateliers, et c'est pas le propos de faire du massage avec les ados, mais on a conscience, c'est pour dire qu'on a conscience de où en est la société dans le rapport au corps et de où on pourrait aller. Le jour où notre société accepte que des ados se massent sans que ce soit sexuel et qu'on a un rapport au corps qui est extrêmement sain, mais je pense que la société est transformée. Le mot de la clôture, c'est le mot sain. Mhm. Être sain d'esprit, en tout cas. Ici, on a parlé des défis. Je vous invite à écouter la seconde partie de cet épisode. On verra en détail les services que vous allez proposer et comment ça se met en pratique. Alors, auditeurs, auditrices, s'il vous plaît, écoutez la seconde partie de l'épisode, il est important. Parlez-en déjà autour de vous. Tous ces projets-là peuvent prendre vie. Évidemment, ça ne fonctionne pas sur la gratuité. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est de la passion aussi et du cœur, on l'entend. Mais l'argent est la clé et le moteur. Donc, on comptera aussi sur votre solidarité. À très bientôt. Entre nous. Entre nous, Le podcast. Pour parler de sexualité. par vous. Avec vous. Pour vous.